Chers téléspectateurs de la RTCE, bonsoir et bienvenue à votre émission DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à la portée de tous. Une émission de l'Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux en sigle AIDEF. AIDEF, c'est une ONG qui fait la promotion et la protection de droits fondamentaux. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler des attentes de la population par rapport au nouveau gouvernement, mais aussi au Parlement. Et nous avons reçu pour vous un invité très spécial. Nous avons reçu pour vous Maître Alain Léjuste Kassonga. Bonsoir, Maître Alain. Oui, Madame Joël, bonsoir. Vous allez très bien? Très bien. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. À notre mission. Maître Alain Léjuste Kassonga, il est défenseur de droits de l'homme. Il est conseiller juridique au sein de l'ONG Syndicat du Peuple. Cette ONG lutte contre toutes sortes d'injustices sociales et font également de plaidoyer pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Il est également formateur en droits humains dans la même structure. Alors c'est avec Maître Alain Léjuste que nous allons parler des attentes de la population par rapport au Parlement, mais aussi au gouvernement. Mais bien avant cela, nous allons toucher les questions d'actualité comme toujours, les sujets qui font à la une. Chers téléspectateurs, comme vous le savez bien, en date du 23 avril de cette année, Monsieur Vital Kamerhe a été élu président de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il soit président de cette Assemblée. Maître Alain, avez-vous un commentaire à faire là-dessus? Oui, donc un petit commentaire que je peux faire sur c'est d'abord de rendre un vibrant hommage à Monsieur Vital Kamerhe qui a réussi au moins à remporter ses bransards en tant que candidat unique de l'Union sacrée au niveau du Parlement. Et je crois comme l'Union sacrée compte à peu près plus de 310 députés, c'est bien lui qui serait établi comme président de l'Assemblée nationale. Mais c'est un homme très intelligent parce que son intelligence aujourd'hui, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et nous espérons que s'il mettait cette intelligence à la portée de l'Assemblée nationale, on doit revivre des débats comme nous l'avons vécu en 2007 lorsqu'il était encore un président. Donc nous lui souhaitons de bonnes chances et surtout ce que j'ai aimé, la démocratie a joué. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas voulu montrer ses préférences sur un des candidats. Alors il a laissé la place à la démocratie et voici les résultats. Il a laissé la place à la démocratie et voici le résultat. En tout cas, nous espérons que les bonnes choses sortiront de M. Vital Kamerhe. Et aussi, toujours dans l'actualité, nous devons noter que AIDEF et REPODEV continuent le plaidoyer ou plutôt continuent la vulgarisation sur la loi de défenseur des droits de l'homme, cette loi numéro 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Maître Alain Léjuste, étant donné que vous êtes également un défenseur des droits de l'homme, avez-vous un mot à placer par rapport à cette loi sur le défenseur des droits de l'homme? Donc, un petit commentaire que je peux faire sur cette loi portant protection et responsabilité, et je crois responsabilité dans les droits de l'homme, si j'ai une bonne mémoire. Alors, un petit commentaire, c'est sur base de l'expression défenseur des droits de l'homme. Vous savez que cette loi a essayé d'aborder la thématique assez large sur ce que c'est un défenseur des droits de l'homme. Donc, toute personne qui peut travailler à la promotion, à la protection des droits de l'homme, même si vous ne partenez pas à une structure quelconque, automatiquement, vous devez être un défenseur des droits humains. Un jour, lorsque je tenais une conférence, lorsque je disais aux gens, nous tous, nous sommes nés défenseurs des droits de l'homme, parce que qui dit droit de l'homme, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. On vient avec ça dans le monde. Ça ne dépend même pas d'un État qui les codifie. Parce que si vous vous rappelez même dans une histoire romaine que j'aurais lue, je crois, dans une tragédie où une dame disait à un roi qui ne voulait pas qu'il puisse ensevelir son frère. Je crois que c'est le frère Rebelle, si je ne m'abuse pas, où il disait il y a certaines lois
qui ne datent ni d'aujourd'hui, ni d'hier, mais ce sont des lois qui viennent dans la nature. Et l'homme est né avec ça. Et cette loi aussi nous a donné un environnement très propice pour au moins faire notre travail, bien que nous rencontrons certaines difficultés sur le terrain, entre autres des menaces, des arrestations arbitraires. Moi qui vous parle, j'ai été déjà arrêté plusieurs fois. J'ai été déjà incarcéré. À un certain moment, on m'a libéré. C'est parce que c'est lui qui sait comment défendre son droit, quelles que soient des imperfections, il restera toujours logique. Et cette loi aussi, il faut la vulgariser parce qu'elle est méconnue de plusieurs personnes. Une personne qui ne sait pas que la loi existe, mais c'est aussi de la faute de l'État, voilà au moins. Parce que si je parlerais seulement de l'État, serait au moins rester illogique, mais cette responsabilité, elle est partagée. Nous aussi, nous devons faire la vulgarisation de cette loi. Comme AIDEF et REPRODEF qui fait la vulgarisation de cette loi-là, je pense que vous, étant aussi défenseur des droits de l'homme, vous pouvez vraiment vous aligner dans cette lutte de vulgarisation afin que la loi soit vraiment connue du grand public. Certainement aussi. Donc, j'aimerais même que même à la fin de chaque mois, il peut y avoir une conférence comme ça, on va vulgariser la loi. Exactement, voilà. Pour finir avec l'actualité, il y a AIDEF qui continue également de plaidoyer pour la restitution de la maison du fait colonel Mutundu qui abrite à ce jour l'auditorat militaire, et AIDEF vraiment fait de plaidoyer afin que ces familles ou la famille du colonel puisse être restituée dans ce droit. Voilà, c'est un peu cela le question d'actualité. Nous allons rapidement entrer dans les vifs du sujet. Rappelons, chers téléspectateurs, avec Maître Alain Le Juste Kasonga, nous allons parler des attentes de la population. Vous qui êtes la population, qu'est-ce que vous attendez du Parlement, mais aussi du gouvernement? Maître Alain, est-ce que vous pouvez rappeler à cette population quel est le rôle du Parlement ou d'un parlementaire? Donc, avant de répondre à cette question, il faudrait d'abord que je définisse ce qu'on entend par un Parlement. Le Parlement n'est rien d'autre qu'un organe législatif qui s'occupe au niveau de la représentation du peuple. Alors, s'il faudrait aussi les rappeler, nous avons un Parlement qui est bicaméral, constitué de la Chambre basse et de la Chambre haute. La Chambre basse qu'on appelle l'Assemblée nationale et la Chambre haute qu'on appelle le Sénat. Alors, quel est le rôle d'un parlementaire? Alors, si il faudrait bien être structuré, le rôle d'un parlementaire est contenu dans l'article 100 de la Constitution du 18 février 2006, tel qu'elle a été révisée. On vous dit il est là pour voter les lois et aussi exercer les contrôles parlementaires, donc au niveau du gouvernement. Alors, voter les lois, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que si on restait dans les dits et on n'entre pas dans les non-dits de la loi, on doit peut-être s'aimer de la confusion par ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, voter des lois pour que la loi soit votée, elle doit répondre au moins à certains préalables. Les préalables, notamment, il doit y avoir une initiative. Et cette initiative peut soit provenir de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, on parle de la proposition de loi. Et si ça provenait du gouvernement, on parle du projet de loi. Et lorsque cette proposition est mise en place, elle doit être secondée par une procédure de navette parlementaire. C'est-à-dire, si ça relevait au départ de l'Assemblée nationale, on doit la renvoyer au niveau du Sénat pour la seconde lecture. Et pour que la loi soit acceptée, il faudrait que les deux chambres acceptent cette loi dans des termes qui sont identiques. Et lorsque la loi elle est adoptée, à ce moment-là, on va la référer au niveau de la Cour constitutionnelle pour juger son conformisme à la Constitution. Parce qu'il existe un principe chez nous, en droit congolais, qu'aucune norme de portée inférieure ne peut pas contredire la norme de portée supérieure. Et lorsque cela est fait, nous pouvons avoir une loi et le président de la République passe maintenant par la promulgation. Alors, un deuxième rôle, qui est le rôle très capital, mais qui n'est pas beaucoup plus fait dans notre État, et même le premier rôle, parce que vous trouverez qu'il y a certains députés depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il n'a aucune production parlementaire. Donc lui, il a pour dire qui est pour, qui est contre, s'il faudrait avoir beaucoup d'argent, c'est fini. Alors, exercer aussi les contrôles au niveau du gouvernement, c'est quelque chose qui incombe beaucoup plus aux parlementaires. Pourquoi? Parce qu'au moment où on trouve que dans un secteur quelconque rien ne marche,
on peut faire la procédure, par exemple, du débat oral ou soit écrit. Et à ce moment-là, on invite les propriétaires, les patrons du secteur en question de venir au niveau du Parlement pour s'expliquer. Nous en avons connu. C'est comme aujourd'hui, nous avons un cas de l'insécurité récurrente au niveau de l'Est. Alors il faudrait aussi même qu'une question orale écrite, soit avec débat ou soit sans débat, qu'on peut mettre au niveau du ministère, donc c'est lui qui gère le ministère de la Défense. C'est bien lui qui peut nous expliquer pourquoi, depuis qu'il est à la tête, au lieu que la situation puisse au moins avoir une recrudescence, mais au moins nous sommes en train d'avoir des gravités. Comprenez que tout ça, ça fait partie du rôle d'un parlementaire. Mais pour nous résumer, le parlementaire a des rôles, voter les lois ou soit légiférer, et aussi contrôler le gouvernement. Merci beaucoup, Maître Alain. Vous avez dit que le rôle du parlementaire, il y a nombreux députés qui sont là en Assemblée nationale, mais qui font pareillement leur travail. Ils sont là juste pour lever la main, qui sont pour, qui sont contre. Alors, en tant que défenseur des droits de l'homme, vous êtes très proche de la population. Pouvez-vous nous dire quelles sont réellement les attentes de la population par rapport à ces députés, par rapport à ces sénateurs, par rapport à ceux, bref, qui sont dans le Parlement? Donc, les grandes attentes que je peux épingler ici vont tourner autour de quelques axes, peut-être 3 ou 4. Premier axe d'abord, c'est l'amélioration du social congolais. Alors, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'on entend par le social congolais? Améliorer le social, c'est-à-dire voir les conditions qui peuvent permettre à tout Congolais de vivre. Et aussi voir aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'instabilité macro et économique. On ne sait pas, notre monnaie est en train de connaître une dépréciation et aujourd'hui, le pouvoir d'achat sur les marchés est tellement excessif et vous avez un 100 $ aujourd'hui, ça ne représente absolument rien. Et dans cette attente, il faudrait que le gouvernement en place et aussi les députés qui travaillent beaucoup plus afin que la population se retrouve dans un élan plutôt qui doit donner confiance et espoir à mieux vivre. Et aussi, autre axe que je peux épingler, c'est mettre fin au phénomène de l'ingouvernabilité des provinces. Nous constatons qu'actuellement, un gouverneur ne peut pas faire peut-être 5 mois, 6 mois. Ce sont des choses qu'on rencontre dans des provinces. Il y a des motions. Quand les députés provinciaux estiment que nous n'avons pas assez d'argent, on soulève une motion de censure, soit une motion de défiance, pourvu que les gouverneurs puissent revenir avec l'argent, les corrompre. Alors, on voudrait qu'on puisse avoir au moins une loi précise qui peut au moins mettre fin à ce phénomène-là. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé l'idée avancée par le président Tshisekedi qui voudrait en sorte que, et s'il y aura la révision de cette constitution, que les gouverneurs provinciaux sont nommés. Alors, si on revenait dans le système de Mobutu, c'est un système qui est réellement bien pour moi. Et j'ai réfléchi en harmonie avec le président de la République, qui disait que non, il faudrait que les gouverneurs soient nommés, parce que quand un gouverneur est nommé, il doit au moins implanter dans la vision du chef de l'État. Il est le représentant. Mais lorsqu'il provient des assemblées provinciales, ce sont les députés qui l'ont élu et les mêmes députés qui peuvent encore les démettre. Je ne vois pas que c'est la bonne chose. Et aussi, pour finir, parce que je n'aurais pas à dire tous les axes ici, il y a aussi le phénomène Corona que nous vivons actuellement à Kinshasa. Alors, il faudrait que le gouvernement qui sera bientôt implanté puisse revoir dans quelle situation mettre fin. Moi qui ne veux pas, il n'y a pas 3 jours qu'on m'a ravi quelque chose. Et c'est pendant la journée, ce n'est pas la nuit. Parce qu'il y a une différence entre le phénomène Corona et le banditisme. Un bandit, tu peux vivre avec lui, tu ne sais pas qu'il est lui, donc que c'est un bandit. Mais à Kinshasa, nous vivons avec des colons. Nous connaissons que c'est tel et Corona. La complicité aussi de la population. Et je crois que si on travaille en osmose avec ces gouvernements, certaines attentes peuvent au moins avoir un espoir éclairé. Merci beaucoup, Maître Alain. Vous avez parlé de 3 axes, mais aussi, vous avez dit que vous ne pouvez pas citer tous les axes, mais il y a aussi un axe très important qu'on peut vraiment débattre, c'est la question de la justice. Je crois que le chef de l'État, le président Antoine Félix Tshisekedi, il avait dit que la justice congolaise, c'est une justice malade. Et nous sommes là aussi, en tant que population, nous attendons le nouveau gouvernement. Et avez-vous quelques propositions pour pallier à ces problèmes de justice?
Donc, de recommandations à faire au nouveau ministère ou au ministère de la Justice pour pallier au problème de cette justice, soi-disant, qui est malade. Donc, je ne dirais pas forcément les phrases du président Tshisekedi qui a dit que la justice est malade. Moi, je peux dire ici le contraire, que la justice n'est pas malade. Mais ce sont les hommes qui rendent cette justice malade. D'où nous n'avons pas un problème normatif aujourd'hui. Nous avons un problème anthropologique. Le problème de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et si chacun restait à sa place, je pense qu'il y aura place pour tout le monde et nous devons fermer. Et l'unique proposition que je peux soumettre au gouvernement qui sera bientôt implanté, c'est la restructuration de l'appareil judiciaire. J'aime bien que les réformes ont été déjà entamées avec des nouveaux magistrats qui arrivent. Donc, on a dénommé magistrats d'état de droit. Alors, c'est resté un slogan, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'on puisse avoir des hommes honnêtes. Parce que quand quelqu'un sait que non, l'acte que je fais, c'est pour l'intérêt général, je ne peux pas compromettre, et je crois que ça peut aller. Donc, c'est comme aujourd'hui, je ne partage pas l'idéologie selon laquelle il faudrait toujours un homme intelligent. Nous avons vécu les intelligents dans ces pays, et parmi ceux qui ont ruiné ces pays, ce sont les gens génies. Alors, nous voudrons avoir des hommes honnêtes. Et à côté de ces hommes honnêtes, et si on associe aussi la compétence, je pense que ça pourra aller. Je ne partage pas l'idée que la justice est malade. La justice en soi, elle est bonne parce que nous avons de très bonnes lois. Alors, nous souffrons de l'applicabilité. L'applicabilité relève au niveau de l'homme. C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est les problèmes de l'homme. Cet homme-là qui manque la bonne foi, la bonne volonté d'appliquer cette loi. Oui, l'homme qui n'est pas honnête, l'homme qui est corruptible, l'homme qui aime passer toujours par des compromis, pour ne pas parler de compromission. Voilà l'homme que nous avons. Alors, si on retravaille l'homme au niveau de l'appareil judiciaire, je pense qu'on changera de langage. Et d'ailleurs, c'est un message fort. Si le président Tshisekedi aussi épuisé dans cette jeunesse consciente, parce qu'il n'est pas dit que quand on est jeune, on n'a pas de compétences. On n'est pas dit que quand on est jeune, on n'a pas d'expérience. Un jour, j'ai posé à un journaliste une question qui disait que non, vous les jeunes aujourd'hui, quand vous finissez, vous n'avez pas assez d'expérience. Moi, j'ai dit, entre la compétence et l'expérience, que doit-on préférer dans la vie? Moi, je sais que la compétence peut produire de bonnes expériences. Vous avez été avocate, quand vous avez prêté serment, vous ne savez rien de la pratique. Mais quand même, vous avez été compétente. Et sur votre compétence, on a travaillé la praxis. Et aujourd'hui, on accommode les choses. Voilà comment on peut mieux faire. Voilà ce que moi je peux donner comme proposition. Voilà, nous avons de très bonnes lois, mais il manque juste la bonne foi et c'est un problème d'applicabilité de toutes ces lois-là. Certainement. En parlant de loi, Maître Alain Le Juste, est-ce que vous pouvez faire un commentaire par rapport à la levée du moratoire sur la peine de mort? Étant donné que, voilà, aujourd'hui, tous les États sont abolitionnistes de cette peine, mais la République démocratique du Congo, qui pendant autant d'années a mis un moratoire, et voilà, qui la lève. Avez-vous un mot à dire? Donc, la question relative à la peine de mort, c'est une question qui divise des juristes. Il y a des rétentionnistes, il y a aussi des abolitionnistes. Mais j'ai toujours dit que les droits logent dans ces sources. Ce ne sont pas dans des opinions. Alors, on doit questionner un peu les droits pour voir si réellement la peine de mort aujourd'hui peut être appliquée. Alors, je commencerai par la Constitution. Je vous renvoie à l'article 16 de cette Constitution qui dit que la vie humaine est sacrée. Et puis, cet article fait obligation à l'État non seulement de respecter la vie humaine, mais aussi de la protéger. Et si vous partez plus loin, dans la Ratio Legis, on dit « nul ne peut porter atteinte à la vie ». Même l'État, y compris l'État. Alors, si vous partez à l'article 61 de cette Constitution, je pense qu'il y a premier et deux, on vous dit, le Constituant dit en aucun cas, même pendant l'état d'urgence, même des guerres qui auraient été proclamées conformément aux articles 85 et 86, il ne peut être dérogé aux principes fondamentaux ci-après droit à la vie. Et ce qui m'étonne, le Constituant dit en aucun cas, mais au moins, nos autorités trouvent des cas. C'est un peu un non-sens. Parce qu'on vous dit que non, l'état des droits, parce que quand on dit état des droits, dans des termes simples,
veut dire tout simplement que la loi, elle est au-dessus de la volonté des individus. Maintenant, on se demande, on est dans quel système. J'ai entendu un des tenants de la rétention de la peine de mort qui disait que non, si vous partez à l'article 5 du Code pénal, parmi les sanctions maintenues, on commence par la peine de mort. Est-ce que c'est un requis ou soit c'est une avancée? C'est un requis. Pourquoi? Parce que même l'État congolais a ratifié à plusieurs instruments juridiques internationaux, notamment lorsque vous partez à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait mariage avec les articles 16 et 61 de notre Constitution en vigueur. Et aussi, même, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, dans son contenu aussi, fait pression sur le respect de la vie humaine, la sacralité de cette vie. Aujourd'hui, cette levée de moratoire, moi, je l'ai trouvée inconstitutionnelle. Pourquoi? Parce que ça a été en défaveur avec les prescrits, non seulement constitutionnels, mais aussi des instruments juridiques internationaux qui ont été ratifiés par la République démocratique du Congo. Ma question que je me pose, avant de passer à la vitesse supérieure de la levée de la peine de mort, qu'est-ce que l'État congolais a fait d'il y a plus de 20 ans aux actes de traîtrise? Parce que quand j'ai lu la note circulaire, on parlait des actes de traîtrise, d'espionnage. Lorsqu'on a constaté cela, il faudrait lever la peine de mort. Mais pendant tout ce temps-là, on ne nous a pas même dressé un tableau synoptique pour dire de telles personnes qui ont été coupables des actes de traîtrise, ils ont été condamnés. Après qu'ils aient exécuté leur condamnation, voilà, ils se sont encore revêtus pour devenir ennemis de la République. Cela n'a pas été fait. Et j'ai compris que c'était tout simplement une décision populiste. Comme l'État ne respecte pas ces lois, parce qu'on l'appliquera le principe « tu pas te relegem, quem ipse fecicit » respecte la loi que tu as faite toi-même. Toi-même, tu as dit « nul ne peut porter atteinte ». On dit « nul ». C'est une règle impérative. Mais vous commencez à porter atteinte à la vie. Alors, si on trouvera aussi un individu congolais qui tue l'autre, qu'est-ce qu'on doit dire? Mais je vous dirais, mais l'État congolais, c'est que toi, tu as dit que tu ne l'as pas respecté, laissez-moi aussi faire. Donc, on se demande, on est dans une mangeoire, ou soit on est dans un étang, ou soit c'est un État. On ne sait pas. Mais c'est ce que je vous disais, on a de très bonnes lois, mais le problème aujourd'hui, c'est l'applicabilité, c'est le problème de l'homme. Ça veut dire aujourd'hui, il n'y a pas rien dans un problème normatif aujourd'hui. Ça n'existe pas. Nous avons des très bons textes de loi, mais on souffre de l'homme. Donc, on prend des décisions populistes pour se faire de la santé, politique peut-être, mais... Et puis, quand il y a eu la levée des peines, combien ont été exécutés? Combien, maître? Je ne sais pas. Parce que quand vous partez à l'article 6 du Code pénal, donc c'est le président de la République par ordonnance qui détermine comment sera exécutée la peine de mort, soit par fusillade, soit par pendaison. Et si ça s'est fait, donc, je n'ai pas encore lu une ordonnance président de l'a fait. Mais les actes de traîtrise continuent, d'espionnage. Alors c'est pourquoi on aurait voulu que la peine de mort soit remplacée par la peine en perpétuité, comme il le disait. Donc, voilà, servitude pénale en perpétuité. C'est-à-dire vous restez en prison, on respecte votre vie, seulement le jour où vous allez mourir, on va vous faire sortir. Parce que de là, on restera dans les principes, nul ne peut porter atteinte à la vie. À la vie, Emmanuel. Nul ne peut porter atteinte à la vie. Aucune circonstance, aucune situation ne peut justifier qu'on puisse... Et le sénateur a dit en aucun cas. Porter atteinte en aucun cas. En aucun cas. Non, on a trouvé des cas. On a créé des cas. Voilà. On espère qu'on va vraiment, en tant que défenseur des droits de l'homme, continuer de plaidoyer pour qu'on puisse revoir la levée de ces moratoires. Je pense que nous tendons déjà vers la fin de notre mission. Mais bien avant cela, vous avez dit que vous êtes aussi membre ou conseiller juridique d'une ONG, syndicat du peuple, je crois que c'est ça. En tant que syndicaliste, on ne peut pas quand même oublier
ces côtés-là de travailleurs, parce que le droit de l'homme n'a pas qu'un seul aspect. Nous avons le droit de la première génération, dit le droit civil et politique, mais aussi le droit de la deuxième génération, le droit économique, socio-culturel, d'où le droit au travail. Alors, il faudrait qu'on puisse également épingler cet aspect de choses-là. En tant que syndicaliste, est-ce que les travailleurs ont également des attentes par rapport à la promotion et la protection de leurs droits de l'homme? Donc, ce sont des dossiers que je gère au niveau de notre syndicat, parce que j'ai aussi une petite expertise en droit du travail. C'est parmi mes domaines de recherche. Ce que nous constatons dans la pratique, c'est quoi? Les employeurs ne respectent pas les travailleurs. Et souvent, on les fait pression de signer des contrats verbaux. Et quand bien même pour qu'il n'y ait pas un instrumentum qui peut prouver au moment que nous, est-ce qu'il y a eu un contrat de travail, c'est parce que pour prouver, on vous posera les principes ad probationem, ad omnipotentiam. Pour des raisons d'épreuve, il faut produire les documents. Alors, ils les font d'une manière verbale. Heureusement pour nous, l'article 7 du Code du travail a réglé cette question lorsqu'il définit les contrats de travail comme étant toute convention écrite ou verbale. Et pourquoi ça? Parce que le législateur savait que dans un contrat du travail, il y a deux parties. Il y a l'une qui est économiquement forte, l'employeur, et l'autre qui est économiquement faible, qui est le travailleur. On peut accepter certaines conditions. Mais au moins, dans la plupart des dossiers que nous avons gérés au niveau du syndicat, nous avons rencontré ce genre de choses. Et la problématique aussi relative donc à la rupture abusive du contrat de travail. Un employeur qui se comporte comme un monsieur tout puissant, il savait un matin, parce qu'il n'y a pas un instrumentum qui l'éprouve. Monsieur, ouais, madame Jaël, aujourd'hui, je te renvoie. Donc, sans préavis, sans quoi. Et ce que je peux dire comme message en tant que syndicaliste, aussi défenseur des droits de l'homme, praticien du droit aussi à nos amis travailleurs qui nous consultent souvent, c'est même au moment où on vous engage sans un contrat de travail, mais s'il y a même une petite lettre, même un petit papier, lorsque vous recevez quelque chose, on dit non, madame Jaël, vous avez reçu 50 000 francs, c'est moi. Restez avec, il ne faut jamais perdre ces choses, parce qu'au moment où il y aura une rupture abusive, nous devons nous servir de ces petits papiers-là comme preuve. Parce que pour établir un contrat de travail, il faudrait d'abord qu'il y ait une subordination, quelqu'un qui est subordonné en contrepartie d'un salaire. Si déjà il y a les salaires et quelqu'un qui est subordonné, on peut établir qu'il y a un lien de contrat de travail. Alors même ce qu'on peut par message, il ne faut jamais effacer ces messages-là pour qu'en cas d'un problème, on peut recourir à ces choses pour que vous soyez établis dans votre droit. Et par là, je lance aussi l'appel à notre gouvernement congolais qui ne fait pas forcément son travail dans le cadre de l'inspection du travail. Parce que sous d'autres dossiers, donc je suis un peu un chercheur, je lis sous d'autres dossiers où l'inspection du travail fait des descentes dans des entreprises pour voir comment les travailleurs, quels sont, comment on les paie, comment ils sont dans quelles conditions. Mais chez nous, on est dans une torpeur. Et puis on dort, un État qui s'endorme sur ses oreillers. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est peut-être dire que non, il faudrait désormais une loi sur les chiens. Donc, qu'est-ce que cela va apporter? Est-ce que l'État congolais a besoin de telles lois? Donc, on laisse là où on peut mieux frapper, mais pour frapper ailleurs. Donc, je trouve par moment aussi que l'État congolais prenne ses responsabilités. Oui, aujourd'hui, on parle des chiens, on ne peut pas manger, non, il faudrait une réglementation dans ça. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qui nous manque, ce ne sont pas de lois, on en a vraiment les problèmes de l'homme. C'est pourquoi moi, je voudrais qu'on travaille le mental de l'homme, qu'on travaille l'homme. Les lois, nous en avons. Il ne faut même pas encore en produire, nous en avons déjà assez. Pourquoi encore chercher encore un mot de la fin, Maître Alain Le Juste Kasonga, parce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Donc, un mot de la fin, c'est d'abord de vous dire un grand merci pour nous avoir choisis et compter sur notre petite personne. Et cela n'est pas facile que quelqu'un vous accorde son plateau. Vous n'êtes pas une petite personne, Maître Alain Le Juste. Je peux dire à tout le monde, à vos téléspectateurs, que c'est une émission de l'éveil patriotique. Et moi, personnellement, je vous téléspecte, même sur YouTube, partout, je vois. Je vous souhaite plein succès. Donc, je nous souhaite plein succès dans ce travail.
parce que c'est le seul que nous-mêmes nous avons choisi, bien qu'on ne paie pas, et nous prenons les risques, mais un jour, devant les tribunaux de l'histoire, nous serons acquittés parce qu'on a bien accompli nos devoirs et nos droits. Merci beaucoup, Maître Alain Le Juge Kasonga. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre mission. Nous tenons vraiment à remercier Maître Alain d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous avons passé des excellents moments de partage aussi et surtout d'apprentissage dans ce domaine qui est le droit de l'homme à travers l'émission DH à la portée de tous. Voilà, tous les droits de l'homme à la portée de tous. Une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux présenté par Maître Jaël Manzambi. Avant de finir cette émission, nous n'allons pas oublier celui qui nous a accompagnés à la technique. On avait M. Roger Chita. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de l'avoir suivi. À très prochainement.